Eh bien parce que ce livre a beaucoup d'originalité, je vais y venir. Pourquoi c'est inconnu? Tout simplement parce que nos contemporains connaissent le nom de Jules Ferry, mais après, qu'a-t-il fait, n'a-t-il pas fait? Qui sait qu'il a construit l'empire colonial? Qui sait qu'il est mort à la suite d'un attentat? Qui sait que Clémenceau a été son pire ennemi? Et quant à l'école, auquel on lit régulièrement le nom de Jules Ferry, qu'a-t-il fait vraiment? En fait, on s'aperçoit qu'on manque d'informations et donc il faut en donner. Alors pourquoi quelques originalités? La première, au risque de vous surprendre, est que c'est la première biographie de Jules Ferry qui respecte la chronologie. Or, si on ne respecte pas la chronologie, on trouble le jugement parce que les événements sont interagissants et que, je le vois, je le montre dans mon livre à plusieurs reprises, et donc il est dommage de ne pas respecter cette chronologie. Ensuite, ce n'est pas seulement un livre sur Jules Ferry, c'est un livre sur l'évolution politique et sociale de la France au XIXe siècle, parce que ce XIXe siècle a été fondateur de nos institutions et de nos modes de vie, et il est important de comprendre ce siècle pour comprendre aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre cette période du XIXe siècle, surtout de la fin, et la période d'aujourd'hui. Eh bien, il y a deux choses qui m'ont beaucoup surpris. La première ne concerne pas Jules Ferry directement, c'est la fameuse entrevue de Ferrières. Je vous rappelle le contexte, 2 septembre 1870, défaite cinglante, 4 septembre, proclamation de la République, 19-20 septembre, la fameuse entrevue de Ferrières où Jules Favre rencontre Bismarck. Bismarck demande Strasbourg et sa région, sa banlieue. Il réclame aussi une indemnité de guerre d'1 milliard de francs or, et sa demande s'arrête là. Mais Jules Favre dit aux Français que Bismarck a des ambitions absolument démesurées, qu'il veut toute une province, et donc Bismarck se fâche et demande l'Alsace, et puis ensuite les sidérurgistes allemands demandent le fer de la Lorraine, et finalement ça se termine par la perte de ce qu'on a appelé l'Alsace-Lorraine, et 5 milliards de francs or, ce qui est absolument énorme, puisque ça représentait un tiers du PIB de la France. Et donc, vous voyez, nous passons de Strasbourg et sa banlieue plus 1 milliard de francs or à l'Alsace-Lorraine plus 5 milliards de francs or. Et quand on pense que tout cela a entraîné le siège de Paris, la Commune, la guerre de 14-18, on voit la responsabilité énorme de Jules Favre. La deuxième chose qui m'a surpris, mais là tout à fait positivement à l'égard de Jules Ferry, c'est sa volonté de renforcer le pouvoir exécutif de la présidence de la République. Il a essayé de le faire à l'occasion de l'élection présidentielle de 1887. Malheureusement, Clémenceau l'en a empêché en agitant toute l'extrême gauche, en menaçant de construire des barricades partout dans Paris s'il était élu. Il ne l'a pas été, et donc nous avons manqué des dizaines d'années, puisqu'il a fallu attendre De Gaulle et la Constitution de 1958 pour que la présidence de la République ait effectivement un pouvoir qui permet la continuation d'une politique. Néanmoins, ce climat de haine qui avait été créé a conduit 7 jours plus tard un militant d'extrême gauche à tirer 3 balles en pleine poitrine de Jules Ferry dans la salle des colonnes du Palais Bourbon. Il s'en est bien tiré, mais il a été blessé au nerf aortique et finalement il est mort 5 ans plus tard de cette blessure.